en même temps, dans les personnages du livre, et je pense qu'on vous pose souvent la question, et ici il y a votre père en filigrane aussi, et j'ai l'impression qu'il a un rapport tout à fait particulier, très différent avec votre père par rapport à celui que vous savez avec votre mère. Et c'est tout à fait passionnant aussi ces rapports entre les pères et la fille, parce que même en étant adulte, c'est comme mon bébé, c'est tout à fait... Vous savez de quoi vous parlez. Et je sais de quoi j'ai parlé, parce que j'ai 4 enfants aussi. C'est très particulier, ça l'est d'autant plus quand c'est... En général, quand les parents divorcent, c'est la mère qui a la garde. Moi, il se trouve que c'était mon père, et donc je crois que je l'aime doublement, parce qu'il a rempli les deux rôles de père et de mère à la fois. Donc il y a certaines scènes qui parlent de lui. D'ailleurs, c'est un des personnages qui n'en est pas vraiment un, parce qu'il n'a pas d'autre nom que le sien dans le livre, dans le roman, et je lui ai demandé la permission avant de le publier, parce que bon, il est un personnage public et je ne voulais pas le gêner, mais apparemment ça ne l'a pas... m'a fait quelques remarques d'ordre grammatical, mais enfin il n'a pas émis d'objection majeure. Il reste un père, il fait des remarques grammaticales quand c'était à l'école. Non mais c'est touchant cette partie-là, parce qu'il y a aussi cet échange aussi, et on a l'impression que malgré tout, avec votre mère, on réussit quand même à reconstruire des choses quand même en même temps. Bah, en tout cas, à la fin de la vie de ma mère, il leur restait... Enfin, j'étais là entre eux, peut-être une sorte de pont entre eux, mais il y avait aussi le lien de l'argent, parce que c'est vrai qu'il ne l'a jamais laissé tomber. Elle avait un rapport bizarre à l'argent, il lui brûlait les doigts, elle le donnait, elle le distribuait, elle le perdait. Je ne sais pas ce qu'elle faisait avec son argent en fait, elle n'en avait pas beaucoup, mais elle le dilapidait, et il la maintenait un peu sous perfusion à la fin, en tout cas quand elle est tombée malade, et il leur restait ce lien-là. Voilà, c'est une forme comme... Enfin, c'est toujours du lien, de toute façon, voilà. Mais il ne l'a jamais laissé tomber. Je ne sais plus pourquoi je parlais de ça. Non, en même temps, je faisais les rapprochements dans ma tête aussi avec un autre mot qui revient à un moment donné. C'est un très joli moment du livre, c'est la rémission, lorsqu'on a l'impression que la maladie est finie et on peut partir ailleurs, aller se baigner. Et c'est d'une grande beauté tout ça en même temps. C'est un tel mystère, le cancer. Je crois qu'on ne sait pas vraiment, à part peut-être dans les cancers du poumon qui sont liés au tabac, etc. Mais sinon, on ne sait pas vraiment d'où ça vient, on ne sait pas vraiment pourquoi soi et pas quelqu'un d'autre, comment ça se guérit, pourquoi un protocole marche sur quelqu'un et pas sur quelqu'un d'autre. Il y a tellement peu de choses qu'on sait sur le cancer, et puis tout à coup ma mère, on l'a déclarée guérie, ou en tout cas en rémission, et voilà, on était comme deux qui ont la vie devant elles, et c'était merveilleux jusqu'à ce qu'à la rentrée la maladie lui retombe dessus. Mais enfin voilà, c'est comme ça, je comprends toujours pas, et ça... Je suis devenue hypocondriaque d'ailleurs depuis, sans doute aussi parce que j'ai des enfants et que voilà, tout à coup la maladie apporte une majuscule, ça fait très peur. Je perds le fil de mes pensées, c'est affreux. Non, ne perdez pas du tout le fil de vos pensées, parce qu'en même temps vous dites que vous êtes devenu hypocondriaque, mais la rémission, mais en même temps il y a quelque chose aussi que vous savez que tout le monde n'a pas, pouvoir sublimer avec l'écriture, c'est quand même une chance, non? Oui, mais c'est du travail aussi, je ne sais pas si je peux sublimer, tout à coup j'en ai besoin, voilà. Il se trouve que je ne sais pas comment expliquer ça, enfin il se trouve que quand j'avais 20 ans, j'ai eu la chance de réussir à être publiée, je ne sais pas si c'est de la chance, j'ai sûrement eu des droits à ce que ma mère détestait par-dessus tout. C'est-à-dire des passe-droits. Enfin, je pense pas, on publie pas quelqu'un pour faire plaisir à ses parents non plus. Hein, mais... Votre mère détestait les passe-droits, d'après ce que j'ai vu. Ma mère détestait les passe-droits. Elle détestait ça. Elle s'est battue toute sa vie contre les inégalités et les injustices. Mais voilà, pourquoi on publie les choses, pourquoi on décide de les rendre publiques, ça c'est aussi un mystère. Je pourrais donner des tas de réponses qui, à mon avis, seraient toutes des mensonges, parce que je crois que je sais pas pourquoi. Je crois qu'il y a sans doute du narcissisme, sans doute un besoin de rendre les choses publiques pour les oublier, sans doute un besoin aussi de transmettre, de ne pas être seul, d'avoir des interlocuteurs, des lecteurs, et de recevoir des lettres en retour de gens qui vous disent « vous avez raconté mon histoire », et ça fait un bien fou. Mais je crois aussi que c'est parce que ça remplace un peu la mémoire, on met les choses après, voilà, on n'y pense plus, ou on passe à autre chose. Et où
moi en tout cas, je crois que chez moi, c'est aussi parce que je reconstruis, enfin je passe d'une situation subie à quelque chose dont je suis la metteur en scène. Je deviens le metteur en scène de choses que j'ai vécues, parfois dans le désarroi et dans le malheur, et le fait de les reprendre en main et de les réécrire et de les changer un peu, ça me donne cette fois-ci un rôle plus gratifiant. Bon, il y a plein de raisons pour lesquelles voilà. C'est pour passer du subir à l'agir, je crois. Hein, c'est pour une sorte de transformation des choses. C'était ça la question? Pas du tout. Je pense, oui. J'ai l'impression que je me laisse... Non, mais je vous laisse parler. Hein, non, mais justement, c'est ça, c'est laisser dériver. J'ai l'impression que c'est une plume aussi, c'est laisser dériver aussi. Lorsque vous commencez... Oui, mais alors ça peut être vraiment très très mauvais. Je crois qu'il faut quand même beaucoup... Moi, j'aime vraiment écrire comme on parle, et j'aime vraiment écrire comme on respire, et comme on vit, et comme on rit, et comme on tombe. Mais c'est du travail, ça aussi. Oui, parce que ça peut vraiment être très mauvais ou faire artificiel quand c'est... Quand c'est au fil de la plume, ça peut, ou alors être complètement abscon. Il y a des scènes où j'ai choisi, volontairement, je ne peux pas dire volontairement, j'ai choisi de mettre assez peu de points ou d'avoir une ponctuation bizarre, parce que je voulais, c'était des scènes où l'héroïne étouffait, avait l'association d'étouffer et voulait enlever un foulard qu'elle n'avait pas autour du cou parce qu'elle se sentait prise à la gorge, et je voulais que le lecteur ait aussi cette impression d'oppression. Donc d'où les phrases parfois très longues, je voulais qu'il cherche de l'air. Entre des phrases, et je voulais qu'il en manque. Ça, c'est du travail, Jean Bégaï. C'est du travail. C'est du travail, mais en même temps, c'est un hommage quand même à votre mère et à la beauté de votre mère. J'ai l'impression que c'était, comme toute fille, tout enfant, on a l'impression d'avoir la mère la plus belle au monde. Oui. Mais moi, je crois que c'était vrai. Non, je sais pas. Je blague, mais c'est vrai. Et ça devait être vrai, d'ailleurs. Non, mais voilà, on pense toujours ça de sa mère, et c'est... Et tant mieux, même à la fin, même quand il lui manque des dents, même quand elle a plus de cheveux, même quand elle est détruite par le cancer et par la vie de patachon, j'allais dire, mais c'est pas une vie de patachon, mais c'est vrai elle est jusqu'au dernier moment, elle restait coquette, et elle restait la plus belle femme du monde à mes yeux, et voilà. Et puis peut-être aux yeux de... Il y a un médecin auquel je rends hommage dans le livre, c'est quelqu'un qui, je crois, lui a donné ses dernières joies. C'est un médecin dont elle était un tout petit peu amoureuse, je crois, à la fin, et qui la regardait dans les yeux, et qui essayait de lui faire passer le message suivant, c'est-à-dire vous êtes encore, madame, très belle. Je sentais ça dans leurs échanges, et ça, je sais que ça lui a donné ces derniers moments de bonheur. C'est important pour une femme de rester belle malgré tout, je crois. En tout cas, quand on a été très très belle à 20 ans, même si elle a très vite trouvé ça grotesque de défiler, de faire des photos, elle n'est pas restée mannequin longtemps. Je crois que c'était très important pour elle, malgré tout, de rester belle. Voilà. Et en même temps, il y a quelque chose, je pense que vous-même, vous avez fait très attention, parce qu'il y a un point, en fait, où vous n'allez pas plus loin, c'est la pudeur aussi. J'ai l'impression que pour vous, il y a des choses qu'on peut dire, d'autres choses qu'on ne peut pas dire dans un roman. En fait, je crois pas. Moi, je crois que si on pense à être pudique, quand on écrit, c'est même pas la peine de commencer à écrire. Je sais pas si on pense forcément, ouais. Mais en même temps... Moi, je suis extrêmement pudique dans la vie. Je pense que c'est une vertu dans la vie de tous les jours, et que c'est bien. En revanche, quand on écrit, je pense que voilà, il y a des phares, et il y a des phares au sens il y a du maquillage, et c'est pas forcément très, très bien. J'ai choisi d'être plutôt assez impudique. Alors il y a des choses vers lesquelles je ne vais pas, parce que je pense juste que j'en serais incapable, notamment, j'en sais rien, des scènes érotiques, ça j'en serais absolument incapable, ça me fait rigoler, je me trouve pitoyable quand j'ai essayé une fois ou deux, c'est épouvantable. Mais il y a des choses vers lesquelles j'irai pas, parce que je sais que je serai pas bonne. Mais en revanche... j'ai essayé d'aller loin, le plus loin possible, dans l'évocation des sentiments ou des émotions. Ça, j'essaye de le faire, même si ça peut sembler impudique ou exhibitionniste. Ça, c'est en revanche quelque chose vers lequel j'essaye d'aller. Voilà. Et en même temps, une dernière question avant de vous donner la parole. Et si vous avez des questions, sont tout à fait les bienvenues. D'ailleurs, je voulais savoir, il y a beaucoup de personnes qui l'ont lu, les livres ici dans la salle. Ouais. Bon, donc vous avez pas mal de questions, je pense aussi. Et il a ces rapports
c'était très beau les jours de l'enterrement. On voit tous ces gens-là qui viennent des grands hôtels de Clermont. C'est quoi ça? Ça, il s'appelle le Grand Hôtel de Clermont, mais c'est un rade ignoble à Montmartre. C'est une sorte d'hôtel de passe, en fait, dans une petite rue, rue Véron, où ma mère allait tout le temps jouer aux cartes avec ses copains, ses derniers copains. Voilà, et c'était sa vie, c'était devenu ça, sa vie. Je crois qu'elle avait peut-être besoin d'être la reine d'un cercle, quel qu'il soit. Et à la fin, elle ne travaillait plus tellement, ou peut-être des ménages ou des choses comme ça. Elle était plus tellement... c'est compliqué. Je veux dire, c'est assez facile de refuser les règles de la société quand on a 20 ans et qu'on est somptueuse et qu'on est en plein milieu des années 70, mais à l'aube de l'an 2000, quand vous avez un sein au moins, plus de cheveux, vous êtes au RMI, et que vous refusez les règles de la société, c'est compliqué d'avoir à manger le soir voilà, c'est compliqué. Mais en même temps, pardonnez-moi, on s'est dit, moi je me suis dit tout au moins, il a été jusqu'au bout de ce qu'il souhaitait, désirait. C'était son choix. C'était son choix et je me suis dit, c'est tout à fait respectable. J'ai l'impression qu'il n'a pas voulu régner ce qu'il a été à 20 ans aussi. Sans doute que c'est ça, sans doute c'est ça. Moi je la juge avec ma petite grille de lecture à moi, qui correspond à ma vision à moi du bonheur. C'était sans doute pas la même, c'était évidemment pas la même. Sans doute qu'elle trouvait du plaisir et du bonheur de manière très différente de moi. Et voilà, c'est comme ça. Mais vous avez raison, c'est juste pas la même. Il faut juste chausser d'autres lunettes quand on regarde sa vie à elle.